Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le fonctionnement et les principes des moteurs électriques. L'objectif, c'est en quelques heures que vous ayez une compréhension du fonctionnement de ces moteurs, de savoir sur quels principes ils fonctionnent, et de connaître à peu près leurs avantages et inconvénients, et savoir en quelles circonstances on va plutôt choisir tel ou tel type de motorisation pour réaliser, je ne sais pas moi, différentes applications possibles avec les moteurs électriques. Voilà, bon. On n'aura pas le temps j'aurai pas le temps de vous donner une compréhension bien profonde du fonctionnement de tous ces moteurs, parce que d'une part, ça exigerait plus de temps, et d'autre part, parce que ça nécessiterait la connaissance assez poussée de la théorie de l'électromagnétisme, notamment des forces électromagnétiques et des équations de Maxwell, et ça nous emmènerait beaucoup trop loin, et ça nécessiterait beaucoup de mathématiques. Donc on va essayer de réduire ça à l'essentiel, et puis se contenter des principes les plus accessibles en fait. Voilà, on va faire comme ça. Alors la première chose, il faut donner une définition d'un moteur électrique, donc savoir à quoi ça sert. Donc, je vais appeler ça le 1, et on va appeler ça le rôle des moteurs électriques. À quoi ça sert un moteur électrique? Alors pour le dire simplement, un moteur électrique, ça sert à convertir de l'énergie électrique en énergie mécanique. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Et il est important de savoir que tous les moteurs électriques sont réversibles. Ça veut dire quoi ce mot réversible pour les moteurs électriques? Ça veut dire qu'ils sont capables de transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique, mais ils sont capables de l'inverse également, c'est-à-dire transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique. En gros, concrètement, si on entraîne leur axe de rotation par un système mécanique, ils sont capables de produire de l'électricité et de devenir générateurs. Voilà, fondamentalement, tous les moteurs électriques sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être générateurs. Voilà, donc une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien beau, mais on a parlé d'énergie mécanique et d'énergie électrique. Il faut savoir de quoi on parle maintenant, c'est-à-dire qu'on va définir ce que c'est que l'énergie. Alors, il y a on va parler d'énergie et de puissance. Alors, on va commencer par, ça va être le 2, et on va appeler ça énergie. Et surtout puissance. Parce que sur la plaque signalétique d'un moteur, ce que vous pourrez lire, c'est sa puissance. Donc en fait, ces deux grandeurs sont très importantes. Alors l'énergie, à l'origine de tout, ça vient des lois de Newton. Et Newton, en fait, quand on applique ces lois, on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes il y a des équations qui traduisent des phénomènes de conservation. Et ces équations qu'on va écrire manipulent une grandeur qu'on va appeler l'énergie. Donc l'énergie, c'est une construction mathématique au début à partir des lois de Newton, à l'origine des temps. Alors qu'est-ce que c'est que l'énergie? Donc on va la noter E. Et la première forme d'énergie qu'on a dans les lois de Newton, c'est ce qu'on appelle le travail. Donc le travail, ça se note pas T mais W, puisque ça vient d'anglais, qui veut dire work. Et Newton était anglais d'ailleurs. Donc on note ça W. Et alors, le travail, c'est lié à une force, et il faut non seulement qu'il y ait une force, mais il faut que cette force se déplace, ça crée un mouvement, c'est-à-dire crée un déplacement. Donc l'énergie, c'est la force que multiplie le déplacement. Comme ça. Donc le déplacement, on le considère, c'est un tout petit déplacement microscopique, c'est pour ça que j'ai mis un D comme ça. Et on va appeler ça, et quand ils sont petits les déplacements, on peut les représenter par un vecteur comme ça, c'est-à-dire on va d'un point A, comme ça, puis on se déplace à un point B. Le vecteur qui relie le point A au point B, c'est le vecteur déplacement qu'on appelle dl, qu'on note dl comme ça. Et quand c'est sur un petit déplacement, en fait, c'est une petite quantité d'énergie qu'on brasse, et ça correspond aussi à un petit travail des forces. Voilà, ça s'appelle travail des forces. Donc ça, c'est la base de la formule de l'énergie. Il faut noter ici qu'il y a une petite subtilité, il y a un produit scalaire. Alors, je ne sais pas si vous maîtrisez bien ce que c'est qu'un produit scalaire. Mais en gros, pour qu'un objet reçoive de l'énergie créée par une force, il faut que le déplacement aille dans le même sens que la force. Voilà, par exemple, j'ai mis un dl comme ça. Si j'ai un dl comme ça et que j'ai une force qui est dans le même sens, je la fais en rouge la force, comme ça. Alors là, l'objet qui s'est déplacé et qui subit cette force-là va recevoir de l'énergie. Par contre, si avec le même dl, voilà, je mets le même en dessous, le point A, le point B, et si j'ai une force qui est dans l'autre sens, c'est-à-dire qui va dans le sens inverse du déplacement,
Et bien ça, c'est signe que l'objet ici, qui subit cette force mais qui se déplace dans l'autre sens, eh bien, il ne gagne pas de l'énergie, il en perd en fait. Et quand on fait le produit scalaire, eh bien, on a F et dl qui sont dans des sens opposés, et le résultat d'un produit scalaire, quand les deux vecteurs sont dans des sens opposés, il est négatif. Ça veut dire que l'énergie reçue par l'objet est négative, ça veut dire en fait il perd de l'énergie. Voilà, on peut le voir comme ça. Et puis il y a le cas où la force va être non pas, typiquement si vous avez une force qui est comme ça, là, le dl qui est le même, mais que la force est perpendiculaire à dl, comme ça. Perpendiculaire au déplacement. Voilà. Et bien là, vous avez dû apprendre quand même à l'école que le produit scalaire vaut 0. Et ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas, cette force ne modifie pas l'énergie de l'objet sur lequel elle agit. Voilà. On peut le voir comme ça. Voilà, les objets, je sais pas, l'objet c'est une masse, hein, voilà, qui subit une force, etc. Voilà ce qu'elle veut dire, cette formule. Donc en tous les cas, la base de l'énergie c'est ça. Si on fait les unités aussi qui vont avec, l'énergie, l'unité c'est le joule. Le travail c'est pareil, c'est en joule. La force c'est en newton. Du nom de Newton, hein, qui a produit ces lois. Et le déplacement, c'est en mètres, hein, c'est tout simplement des mètres. Voilà, donc on voit par cette relation que en fait, les joules, en fait, ce sont des newtons que multiplient des mètres. Voilà. Donc plutôt que d'écrire joule, on pourrait écrire à tout moment newton fois des mètres, hein, c'est la même chose. Voilà pour ce que c'est que la définition de l'énergie. Et alors pourquoi il y a une loi de conservation, je vais quand même en parler, même si ça ne nous servira pas pour les moteurs. Quand on applique les lois de Newton, on démontre que F scalaire dl, voilà, et bien ça, c'est égal à la variation, donc je mets une variation, d'une grandeur qu'on appelle l'énergie cinétique, et qui est 1/2 de mv2. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie sous forme de vitesse, alors ça tient compte de la masse de l'objet, qui est en kilos, de la vitesse de l'objet. Et en gros, cette loi, elle dit que quand un objet reçoit de l'énergie, c'est-à-dire s'il y a un F scalaire dl positif, eh bien ça va faire croître cette quantité qui est 1/2 de mv2, alors même la masse c'est une constante, donc ça veut dire que l'objet va augmenter sa vitesse. Donc typiquement, là si la force est dans le sens de dl, ça veut dire que la loi de Newton fait que l'objet va prendre de la vitesse, sa vitesse va augmenter. Si la force est dans le sens inverse du déplacement, c'est que l'objet perd de la vitesse. Et si la force est perpendiculaire au déplacement, la vitesse de l'objet reste constante. Quand une force est perpendiculaire au déplacement, c'est juste en fait la force va courber la trajectoire. En fait, ça déclenche des trajectoires circulaires, ça par les lois de Newton. Mais c'est des lois, si la force est perpendiculaire, c'est une trajectoire circulaire, mais à vitesse constante. Voilà, la vitesse reste la même partout. En fait, quand la force est perpendiculaire, elle modifie non pas la valeur de la vitesse, mais l'orientation de la vitesse. La direction du vecteur vitesse, mais pas sa norme. Voilà ce qu'on peut dire un peu des lois de Newton. Donc en fait, quand on fournit de l'énergie à un objet, ça lui donne de la vitesse en gros, et cette énergie se transforme en vitesse. Et puis quand l'objet perd de la vitesse, en général, ça refait du travail des forces dans le sens inverse. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Bon, je vais pas aller plus loin sur l'énergie. On pourrait y passer pas mal de temps. Alors il y a le paragraphe s'intitulait Puissance et énergie. Et donc, il va falloir parler de la puissance. Alors, c'est quoi la puissance? Alors, je pense que s'il y a un seul truc qu'il faut retenir sur la puissance, eh bien, la puissance, c'est le débit de l'énergie. Donc, on va l'écrire P égale puissance. L'énergie, c'est quelque chose qui se conserve. Hein. Il y en a une quantité constante dans l'univers. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est une propriété très importante de l'énergie. On l'a vu à travers la loi de Newton, hein, qu'elle peut se transformer en énergie cinétique et tout un tas de choses. Eh bien, la puissance, c'est le débit de l'énergie. Puisque l'énergie, en fait, elle peut se déplacer d'un endroit à un autre. C'est la quantité d'énergie divisée par le temps. Donc ça va donner quoi comme formule de la puissance? Alors, si la puissance est une constante, c'est-à-dire si on a un débit constant, donc vous imaginez l'énergie qui s'écoule un peu comme peut couler l'eau d'un robinet, et supposons que le débit est constant, c'est-à-dire que ça coule avec le même débit tout le temps. Et bien dans ce cas-là, on écrira deux choses.
c'est que la puissance, eh bien, c'est la quantité d'énergie écoulée divisée par le temps qu'il a fallu pour l'écouler. Donc ça va nous donner l'unité de la puissance, hein, puisque si on regarde bien, l'énergie c'est en joules, et le temps c'est en secondes. Hein. Ça c'est en joules, on a déjà dit au-dessus, et le temps c'est en secondes. Moralité, la puissance, c'est en quelle unité? Eh bien, c'est des joules divisés par des secondes. Donc ça, c'est en joules par seconde. Voilà. Et je suis à peu près sûr que vous ne connaissiez pas cette unité pour la puissance. Pourquoi vous ne la connaissez pas? Parce qu'en fait, on a donné un autre nom, une nouvelle unité spéciale pour la puissance qu'on appelle le watt. Voilà, donc on peut le faire en watts aussi. Et la correspondance, c'est tout bête, hein, c'est que 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Donc en fait, chaque fois qu'on écrit watt, ça veut dire un débit de 1 joule par seconde. Voilà, donc ça, c'est une unité plus compacte. Bon, le watt, on met juste W, hein, pour les watts, on ne met pas watt en entier. Voilà, quand on écrit comme ça. Donc ça, c'est la première formule, je vais l'encadrer, parce qu'elle est quand même importante, celle-ci. Alors, voilà, mais ça, c'est si la puissance est constante. Alors cette formule, on peut la retourner un peu dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire que si je la retourne, eh bien, on peut écrire que l'énergie reçue par un objet, c'est la puissance multipliée par le temps. Voilà. Et éventuellement, ça peut servir d'extraire le temps. Le temps qu'il faut pour écouler une énergie, eh bien, c'est égal à cette énergie divisée par la puissance. Voilà, ça fait, cette formule se décline en 3 formules identiques. Alors ça, tout ça, c'est valable si la puissance est constante, c'est-à-dire si l'énergie s'écoule avec un débit constant. Voilà. Quand le débit est variable au cours du temps, je pense qu'on n'a pas trop à l'utiliser, je vais quand même vous donner les formules qui sont un peu plus subtiles. Hein. C'est-à-dire quand la puissance dépend du temps, eh bien, on va réutiliser cette formule-là, par exemple, celle-ci, mais sur un intervalle de temps très court, pendant lequel la puissance pourrait être considérée comme ayant peu varié. C'est-à-dire qu'en fait, on va écrire la même chose, donc ça c'est 6P non constant. Et en fait, au lieu d'écrire l'énergie, c'est P fois T, l'énergie écoulée, eh bien on va dire la petite quantité d'énergie qu'on va noter DE écoulée pendant l'instant, petit instant dt, eh bien c'est P fois dt. Voilà. Et on raisonne en découpant le temps en petits morceaux. Voilà. Et ces petits intervalles de temps et petites quantités d'énergie, mathématiquement, ils sont infiniment petits. On les fait tendre vers zéro. Voilà. Ça, mais bon, point de vue physique, on va dire qu'ils sont suffisamment petits pour que sur un intervalle de temps très faible, je sais pas moi, 1 millième de seconde, eh bien la puissance n'ait pas eu le temps de changer trop de valeur. Et de ça, on va déduire 2 autres formules. Hein. La première déduction qu'on peut faire, c'est en sortant P. On obtient que P, c'est dE sur dt. Donc petite quantité d'énergie divisée par le petit intervalle de temps qui a permis de le déduire. Et ça, au sens mathématique, eh bien, c'est ce qu'on appelle une dérivée. C'est-à-dire qu'on peut dire aussi que la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Voilà. Et ensuite, si on veut calculer l'énergie écoulée sur un grand intervalle de temps, c'est la somme des énergies écoulées pendant la multitude des petits intervalles de temps qui composent le grand intervalle de temps. Donc ça on met par exemple sur un intervalle de temps qui démarre, je sais pas moi, de T0 à T1. Comme ça. Voilà. Et en fait, on décompose cet intervalle de temps de T0 à T1, je sais pas, par exemple de 0 à 10 secondes, eh bien on décompose ça en petit intervalle de temps très petit, mettons d'une milliseconde, et puis on en met 10 000 comme ça. Et ensuite, on fait la somme, et chaque petite quantité d'énergie écoulée sur chaque petit intervalle de temps, c'est égal à P fois dt. Donc la puissance qui dépend du temps, donc je mets P de t comme ça, fois dt. Voilà, et ça nous donne l'autre formule qui permet cette fois de calculer l'énergie à partir de la puissance. Et on voit que cette fois, c'est pas une dérivée qu'on doit faire, mais une intégrale, parce que ce symbole, somme, là, c'est ce qu'on appelle une intégrale. Alors, une intégrale en mathématiques, c'est une somme de termes infiniment petits, hein, les DE sont infiniment petits, et c'est une somme infinie de termes infiniment petits pour un résultat infiniment précis. Voilà. Donc là, on va voir une intégrale à ce moment-là. Voilà. Bon, on n'aura pas
On aura très peu à l'utiliser ça. Mais bon, voilà, c'était pour vous présenter les choses à peu près correctement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant là-dessus? Bah, c'est fait ça. On va s'arrêter là. Et maintenant, on va regarder plus précisément ce que ça va donner la puissance et l'énergie en mécanique. Alors, je vais revenir sur la mécanique. Alors, on va effacer un petit peu. Voilà, j'efface. Ça. On a les deux formules. On va dire que vous avez tout noté. Donc, c'est le 2,1. Mécanique. Alors ça revient un peu à ce que j'ai déjà dit, puisque je vous ai dit que l'énergie, à l'origine, c'est une notion qui vient de la mécanique, hein, des lois de Newton. Les lois de Newton sont les lois de la mécanique dite classique. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Que l'énergie, c'est F scalaire dl. Très bien. Alors, on va faire deux choses. De ça, on va en déduire la formule de puissance. Donc la puissance, je vous l'ai dit, c'est dE sur dt. Et E en mécanique, c'est F scalaire dl. Le tout divisé par dt. Et on obtient donc un produit scalaire divisé par un nombre. Et en fait, on peut diviser du coup le produit scalaire soit f par le nombre, soit le dl par le nombre. On peut faire comme on veut dans le produit scalaire. Et bien ce qu'on va faire, on va diviser le dl. Et dl sur dt, eh bien c'est la petite distance parcourue divisée par le temps qu'il a fallu par le parcourir. C'est le vecteur déplacement divisé par le temps. Et bien ça, c'est la définition du vecteur vitesse. Alors la puissance en mécanique, allez, je vais mettre ici, entraîne que la puissance en mécanique, c'est la force que multiplie la vitesse. Voilà, donc ça c'est très général. Et nous, on va essayer de décliner ça maintenant pour le cas des moteurs. Alors quand on a un moteur, eh bien on a des déplacements, mais généralement dans la sortie d'un moteur, le déplacement c'est un mouvement de rotation. Donc on va regarder ce que deviennent toutes ces formules quand on a affaire à une rotation. Alors, on va prendre un moteur comme ça. Alors ça c'est son axe de rotation. Et puis dans le rotor du moteur, ou je sais pas quoi, il y a un cylindre, voilà, comme ça, qui tourne autour de l'axe de rotation. Comme ça, et j'aimerais le faire plus gros, donc je vais le faire plus gros, parce que là, on va essayer de prendre un peu de place pour faire les choses bien. Alors je vais faire le rotor du moteur, par exemple, comme ça, et l'axe de rotation ici. Voilà. Alors quand un moteur doit tourner, c'est qu'il y a une force qui va agir sur ce rotor, c'est une force de type magnétique qu'on va aborder un peu plus tard. Là. Et cette force magnétique, mettons qu'elle entraîne en rotation dans ce sens-là, et ça peut être typiquement une force qui s'accroche ici sur un point du rotor, comme ça, et qui le tire ici, on va dire, dans le sens du mouvement du rotor, comme ça. Bon, ensuite, le rotor, s'il est bloqué, le point d'application de la force ne se déplace pas. Donc, et s'il ne se déplace pas, le dl vaut 0, il n'y a pas d'énergie échangée ou produite dans le moteur. Pas de souci. Mais en fait, ce qu'on va faire, le moteur ensuite il est censé tourner. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va repérer ici. Donc ici, il y a une longueur, ça c'est le rayon du moteur, on va appeler ça R, voilà, comme ça. Et on va supposer que le moteur tourne d'un angle, d'un petit angle, on va faire un petit déplacement. Donc cet angle, je vais le grossir, mais il va être comme ça. Mettons qu'à l'instant d'après, le point d'application se retrouve, il était là, et il va se retrouver un peu plus loin. Allez, je vais faire en bleu, comme ça, et comme ça. Il a fait un petit bout d'arc de cercle ici, que je vais représenter par un vecteur déplacement ici. Et ce vecteur déplacement, j'appelle ça dl. Voilà. Et dl, ensuite, si je trace le point d'arrivée ici au centre, là, je trace un deuxième rayon. J'essaye de faire ça en ligne droite. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que le rotor a tourné d'un petit angle qu'on va noter
dθ. Comme ça. Voilà. Et on va essayer d'appliquer la formule de l'énergie sur cette petite rotation d'un angle dθ qui a produit un déplacement de dl du point d'application de la force. Donc je vais écrire, alors je vais effacer un petit peu ce que j'avais au-dessus pour faire de la place. Je vais écrire ça, cette loi F scalaire dl, et puis je vais préciser maintenant un petit peu. Alors, il se trouve que là, F et dl sont dans le même sens, et quand ils sont dans le même sens, le produit scalaire, c'est simplement F que multiplie dl. C'est une bête multiplication quand les deux vecteurs sont dans le même sens, comme ça. Voilà. Et ensuite, eh bien, le dl, ce déplacement-là, eh bien, c'est la longueur d'arc de cercle ici, quand on va de ce point-là à ce point-là, quand on tourne d'un angle dθ. Eh bien, ça, c'est quelque chose, alors je ne sais pas si vous avez appris ça, mais en fait, pour calculer la longueur d'arc de cercle, éventuellement, je reviendrai dessus, mais il suffit de prendre eh bien, cet angle-là, dθ, et de multiplier par r, à condition d'exprimer dθ en radians. Ça, c'est très important, il faut que dθ soit en radians. Donc, en fait, je peux écrire que c'est f que multiplie, et le dl, je le remplace par r fois dθ. Voilà, donc ça, voilà, ça correspond à dl. Je vais vous mettre ici, ça c'est la même chose que dl. Voilà. Et dθ doit être en radians pour que ça marche. Et ensuite, d'ailleurs c'est l'intérêt des radians, c'est d'être capable de calculer les longueurs d'arc de cercle, comme ça. Et ensuite, eh bien, je vais faire une association différente dans la multiplication, puisqu'on peut faire dans l'ordre qu'on veut, une multiplication. Eh bien, je vais prendre f fois r, comme ça, et je multiplie par dθ. Et f fois r, eh bien, c'est la force que multiplie la distance qui est entre le point d'application de la force et l'axe de rotation. Voilà. Et en fait, c'est la force qui est perpendiculaire c'est la force, mais voilà, je suis parti dans l'exemple d'une force qui est perpendiculaire à ce qu'on appelle ici le bras de levier. Cette longueur R ici, c'est ce qu'on appelle le bras de levier. Et quand on fait la force donc perpendiculaire au bras de levier fois le bras de levier, eh bien ça c'est ce qu'on appelle le couple. C'est la définition du couple d'une force qui s'exerce sur un solide en rotation. Donc ça, je vais le remplacer par le couple. Alors le couple, il y en a qui l'appellent T, parce qu'en anglais ça se dit torque, enfin qui le note T. Et moi, je le notais à la française, le couple F ou R, pour moi ça sera le couple, ça sera C. Voilà, quand vous avez un solide en rotation, l'énergie produite par une force qui entraîne en rotation, c'est égal au couple de cette force que multiplie l'angle de rotation. À condition que, on peut appeler ça la variation de la position angulaire, à condition que cette variation de position angulaire ou cet angle soit exprimé en radians. Voilà. Je reviendrai là-dessus juste après. Je vais terminer mon propos puisque maintenant on a défini la puissance, l'énergie pour un solide en rotation. Maintenant on va faire la puissance. Et la puissance, eh bien, c'est le débit de l'énergie. Alors je vais vous le faire, je ne voudrais pas trop effacer, je le fais au-dessus, mais en fait je pourrais être en dessous. Voilà, je pars de là. Et je vais en déduire pour les solides en rotation. Eh bien, P c'est dE sur dt. Et E, eh bien, c'est C fois dθ. Donc c'est C que multiplie dθ sur dt. Le couple est dθ sur dt, fois dθ sur dt et dθ sur dt. Eh bien ça c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire, ou la vitesse de rotation, pardon. La vitesse de rotation du moteur, mais attention, dθ est en radian, et ça c'est en dt c'est en secondes. Alors cette vitesse de rotation, on la note oméga comme ça. Donc on va faire un petit peu les unités, je vais remettre la formule ici. Donc ça fait... Pour une raison qui m'échappe, la vidéo précédente s'est arrêtée prématurément. Voilà, l'appareil photo n'a pas voulu filmer jusqu'au bout. Donc je vais reprendre là où j'en étais. On avait établi cette formule-là, que la puissance, dans le cas d'un solide en rotation, eh bien c'était le couple qui s'exerçait sur ce solide que multiplie oméga, la vitesse de rotation. Voilà, j'allais donc préciser les unités. La puissance, si on la veut en watts, eh bien il faut indiquer le couple qui est égal à une force par une distance, donc ça va être en newton-mètre. Et il est impératif
et c'est très important d'exprimer la vitesse de rotation en radians par seconde, et non pas en tours par minute ou en tours par seconde. Il faut des radians par seconde. Je vous rappelle que cette unité en radians vient du fait que quand vous avez un arc de cercle, comme ça, qui est pris entre un angle, comme ça, un bout d'arc de cercle, un angle qui fait θ ici, et bien la longueur d'arc de cercle ici, c'était que je vais appeler L, et bien c'est le rayon du cercle que multiplie θ, à condition que θ soit exprimé en radians. Voilà. Et c'est pour ça que dans cette formule, il faut impérativement avoir oméga en radians. Voilà. Pour ceux qui auraient besoin d'en savoir plus d'où sort cette formule, je vais faire une petite digression par rapport au cours, là, pour expliquer vraiment précisément d'où vient cette relation. Alors on va faire une petite parenthèse pour expliquer l'origine de cette unité d'angle en radians. Et à l'origine de cette unité d'angle en radians, qu'est-ce qui se cache derrière? La définition du nombre pi. Donc je ne sais pas si vous la connaissez. C'est quoi la définition du nombre pi? C'est tout bêtement le périmètre d'un cercle de diamètre 1. Voilà. C'est ça qui définit pi. Donc on va faire un petit dessin pour se représenter. Donc je vais essayer de vous faire un cercle le plus long possible. Voilà. Mettons. Donc on prend un cercle de diamètre 1 mètre. Et quand on prend un cercle de diamètre 1 mètre, le tour du cercle ici, c'est-à-dire quand on part de là, voilà, et puis on va faire la distance, qu'on fait tout le tour et qu'on revient là, au point de départ, et bien la longueur qu'on a parcourue ici, elle fait pi. C'est la définition. Voilà, et puis vous savez ce que ça vaut, c'est à peu près égal à 3,14,15, on va dire 3,14 là. 3,14 mètres. Alors une fois qu'on a ça, eh bien on peut se dire qu'est-ce que ça va donner pour un cercle plus gros, par exemple, si je prends un cercle de rayon 2 mètres. Si je mets 2 mètres, ça veut dire quoi? Je double le diamètre, et conséquence, ça va doubler le périmètre du cercle. Et ça veut dire que le tour du cercle, ça sera plus pi, mais ça sera 2pi. Et ça, c'est un cercle de diamètre 2 mètres, mais on peut aussi appeler ça un cercle. Donc si on le fait par rapport au centre du cercle, eh bien ça sera un cercle de rayon 1. 1 mètre, bon, peu importe si c'est des mètres ou des centimètres, voilà. Donc je fais un cercle de rayon 1, et dans ce cas-là, le tour du cercle, eh bien ça vaut 2pi. Voilà. Allez, le rayon, je vais le faire, j'aurais mieux fait de le mettre bien horizontal, comme ça. Allez. Et le tour complet, donc de là jusqu'ici, c'est 2pi. Voilà. Et ensuite, eh bien, on se dit que si on fait un tour complet, si ça vaut 2pi, eh bien, quand on va faire un demi-tour, ça sera la moitié de la longueur. Eh bien, un demi-tour, la longueur, ça sera pi. Voilà. Et puis, si on fait juste un quart de tour, alors on va faire ici. On va dire ici, c'est le 0. Voilà, point de départ 0. Ici, quand on fait le tour complet, c'est 2pi. Si je fais un demi-tour ici, si je marche tout ça, eh bien là, la longueur que j'ai fait, la distance jusqu'ici, ça sera pi. Et si je fais un quart de tour, c'est-à-dire que je vais ici, je fais un quart de tour, et bien ici, ça sera pi sur 2. Voilà. Et donc ensuite, on va définir une unité d'angle, eh bien, qui va correspondre à ces longueurs d'arc de cercle, et on va dire dans cette unité d'angle, du coup, qu'un quart de tour, ça sera pi sur 2. Un demi-tour, ça sera pi, un tour complet, ça sera 2pi, et cette unité d'angle, eh bien, ça sera ce qu'on va appeler les radians. Voilà. Et les radians, eh bien, ça correspond typiquement à la longueur de l'arc de cercle. Donc, par exemple, si je prends, alors là j'ai mon rayon qui vaut 1, si je me mets un angle θ quelconque, voilà, θ là, en radian, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette longueur-là, ici, de là à là, elle est égale à θ. Pour un cercle de rayon 1. C'est pas très clair comme ça, je veux dire, voilà, cette longueur-là, de là jusque là, ça vaut θ. Voilà ce que ça veut dire que l'angle est en radian. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va généraliser. Si on prend avec un cercle de rayon quelconque, un cercle plus grand, par exemple 2, il faut multiplier toutes les rayons. Donc si là je mets 2, voilà, donc ça fait un diamètre 4, bien, toutes les grandeurs vont doubler. C'est-à-dire que là, ça va être 2pi fois 2, θ fois 2, et puis voilà, et les angles ils demeurent les mêmes, mais les longueurs aussi sont toutes multipliées par 2. Voilà, donc ça sera celle-ci fois 2, et puis celle-ci, ça sera fois 2, etc. Et si on fait ça, maintenant on met un nombre R quelconque pour le rayon,
et bien ici, on va obtenir que le tour du cercle, c'est 2πr, et que cette longueur-là, ça sera θ fois r. Voilà. Et ici, j'ai dit fois 2, bah là j'ai dit directement fois r, et ici, ce sera πr. Donc le demi-tour, c'est pi fois le rayon, et donc c'est toujours, de toute façon, la longueur d'arc de cercle, c'est toujours l'angle en radian multiplié par le rayon de l'arc de cercle. Et voilà l'intérêt de cette unité d'angle en radian. Hein, parce que sinon, c'est pas très parlant les radians. Hein. Quand on met les valeurs numériques en radian, on ne s'en présente pas trop ce que c'est. C'est pour ça qu'il existe aussi les angles en degrés, notamment, hein, avec 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, etc. Et puis 360 degrés pour le taux complet. Ça, c'est plus facile à manipuler parce que, notamment, 360 degrés, ça se divise bien par 2, par 3, par 4, etc. Ok. Donc, bah voilà, ça c'était pour justifier que la longueur d'arc de cercle, en fait, hein, qu'on va appeler comme ça, la longueur d'arc de cercle, c'est θ fois le rayon. Voilà. Donc, vous comprenez mieux d'où sort cette formule. Voilà, maintenant que j'ai terminé cette digression sur les longueurs d'arc de cercle, on va enchaîner avec les puissances et énergies de type électrique maintenant.